Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Loft Art dans notre émission Human consacrée traditionnellement à l'écologie et à l'humanitaire. C'est un bonjour un peu solennel parce que nous sortons du confinement. Nous sortons de nos boîtes enfermées, derrière nos masques, cachés, à croiser des gens dans la rue en s'éloignant d'eux. On ose à peine les regarder dans les yeux. Et on a besoin de vivre, on a besoin de sourire, on a besoin de sortir par le haut de cette réclusion que nous nous sommes imposés. Et quand je dis nous, c'est pas seulement la France, c'est pas seulement l'Europe, c'est le monde tout entier. On a besoin de lutter mentalement contre nos angoisses, contre nos peurs, contre nos contradictions. On a besoin, pour répondre à ces questions, de mettre le virus de l'humour et le virus de la vie au centre de nos préoccupations et plutôt de notre côté que contre nous. Nous avons décidé de démasquer le réel en allant chercher la vie là où elle est et peut-être vers la petite Covid, vous savez, cette petite bestiole qui cherche à passer justement derrière nos masques. Voilà. Alors, revenir à la vie, c'est aussi revenir à la culture, c'est aussi revenir aux artistes. Et ceci est la première des émissions qui cherchera à établir un lien entre les artistes, l'écologie, l'humanitaire et la transition globale que le monde subissait déjà, et transition qui ne fait que s'accroître avec la pandémie que nous traversons. Le premier de ces artistes, c'est Reda Sediki. Reda est un mathématicien, un étudiant en mathématiques, tlemcénien, algérien. On lui demandera peut-être d'ailleurs si la mathématique algérienne existe, qui s'est transformé à partir de Paris, où il faisait ses études, en un stand-upper, en un comédien, en quelqu'un qui fait des one-man shows. Stand-upper un peu huppé, me semble-t-il. Comment passe-t-on des mathématiques à la scène comique ? Reda Sediki. C'est très simple en fait. Ce qui se passe, c'est que moi je vois pas trop de frontières entre les mathématiques et la littérature. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup lire, pas mal écrire aussi, mais j'entendais souvent dans mon entourage comme quoi il fallait faire des études scientifiques, parce que c'était que comme ça qu'on allait survivre. Et après, dès que j'ai fait mes études de mathématiques, après c'était que du bonus, j'avais envie d'apprendre autre chose. Et du coup, j'ai commencé à monter sur scène. Et moi, après, j'aime beaucoup l'humour. Et du coup, donc, j'ai pas fait d'école de théâtre ni quoi que ce soit. Je suis tout de suite parti dans les clubs de stand-up à Paris. Et on joue 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et on est tout de suite face au public. Et après, il y a eu quand même une petite révélation, c'est que je pense que la première fois où je suis monté sur scène, je me suis senti complètement à ma place. Et du coup, donc là, c'était plus une question de mathématiques ou de littérature, mais c'était juste une question de juste se sentir à l'endroit, au bon moment. Et du coup, donc c'est parti de là et ça fait 6 ans que ça dure. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Bah oui, c'est bien parti pour, j'ai l'impression, parce que votre notoriété est pas mince. Pourquoi ? Parce que vous êtes plutôt bon. C'est-à-dire que vous arrivez, et on va le voir en écoutant vos sketchs, vous arrivez à associer, je dirais, la réflexion, la pensée, les ressentis, la subjectivité, aussi bien des Algériens d'Algérie, des Algériens immigrés, que des Français pieds noirs ou des Français de France, je ne sais pas comment il faut dire. Vous arrivez à évoquer tous ces sujets à travers l'humour. Et c'est ça qui est, je pense, qui fait votre succès. Comme tous les bons humoristes, voilà, ils parlent à la fois de choses sérieuses, mais ils en parlent avec simplicité et tout le monde peut comprendre. Voilà. Alors vous ne savez pas, pour nous détendre, on va demander à nos amis musiciens Nasser Hamzaoui
et Mohamed M. Sahel de nous faire juste 15 secondes de musique pour nous mettre dans le bain, pour nous faire aller en Algérie. Puis après, on reviendra ensemble. Voilà votre histoire, puisque cette émission, c'est aussi le portrait d'un homme. Donc l'homme, c'est vous, c'est Reda, c'est Diki. Vous avez quel âge? 29 ans. 29 ans. Donc vous n'êtes pas un gamin? Si, un peu. Ah ah. Quand même. Ouais. Ah, Comment oui. vous retrouvez votre enfance? Comment je la retrouve? Ouais. Comment je fais ou Oui, comment... oui. Bah, je la retrouve tous les jours, mon enfance. Oui. Moi, j'ai gardé plein de trucs. Je sais pas, moi, par exemple, je la retrouve dans ma spontanéité, dans ma manière de dire les choses. Où jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vraiment honte. Fois, ça me cause beaucoup de problèmes. J'ai failli me faire tabasser plusieurs fois. Parce qu'on pardonne à un gosse de dire des bêtises, mais pas à moi. Parce que j'ai 29 ans aujourd'hui, mais je la garde beaucoup plus dans le verbe, dans le Vous êtes fait langage. tabasser, vous voulez dire récemment? Ouais, il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, j'ai dû dire une connerie ou deux, ouais. Comme quoi, par exemple? Oh, je sais pas, mais je sais pas, des fois, dans le bus, tu sais, quand il y a des vieux qui se la pètent, moi, je dis, oh, ça va, hein. C'est pas parce que t'es vieille que le bus est là à toi. Et alors là, vous êtes fait tabasser? Ouais, je me suis fait tabasser verbalement, tu vois. Même les gens, je dis, oh, ça se fait pas, ouais, ça va, mais c'est pas... Ouais. Est-ce qu'on peut faire de l'humour avec n'importe qui dans un autobus? Ouais, je pense. Ouais, on est tous ensemble dans le bus, on a tous payé le même ticket. Donc pour le reste, c'est pas mon problème si t'as 60 ans de plus que moi. Après, c'est pas que les vieux, hein. Vous dites ça parce que je suis vieux? C'est toi qui comprends ça. Voilà, c'est bien parti. Alors on est dans l'enfance, et l'enfance c'est à Tlemcen. Ouais, Ça se passe comment? ça se passe très bien. Beaucoup dans la rue. Ouais. Passé beaucoup de temps dans la rue. Moi, j'adore la rue, j'adorais la rue. Vers le... Comment ça s'appelle cet endroit, Tlemcen, où il y a un grand creux? On appelle ça comment? Le ravin? Ah non, le grand bassin, tu vois. Le grand bassin, oui. Non, moi, j'ai grandi beaucoup plus à Kiffen, beaucoup plus... pas vers le centre-ville, mais un peu plus loin. Même si j'allais un peu vers le centre-ville, mais quand je te dis, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue, parce que ça a toujours, tout de suite été un espace que je voulais un peu visiter, conquérir. Je crois, là, je sortais un peu en cachette. Et tous les jours, quand je dépassais 2 ou 3 rues, j'étais content. Dans ma tête, j'avais déjà... En fait, c'était comme un jeu vidéo où je débloquais des maps. Tu sais ce que c'est des maps? Des cartes, quoi. Ouais, voilà. En anglais, hein. Tu parles anglais? Non, enfin, en termes de jeux vidéo, des maps... Ah d'accord, ouais, mais ça, voilà. alors j'y connais rien aux jeux vidéo. Alors, Ouais, vraiment, quand on fait des jeux vidéo où on a un personnage avec lequel on se déplace, on débloque des lieux. Donc en gros, plus on avance, plus il y a des endroits de la carte qui apparaissent. D'accord. Et du coup, donc, dans la vie de tous les jours, c'était comme ça, où je découvrais toujours des endroits. Et du coup, ouais, vraiment, mon enfance à Tlemcen, c'était la rue, quoi. La rue, découvrir... Tu traînes, dès que tu vois, je sais pas moi, un figuier qui dépasse d'une maison, tu tapes du figuier. Et ça, ouais. Après, pas mal à la maison aussi, parce que très vite, je suis tombé dans les livres, parce que ma mère, elle lit beaucoup. Et du coup, donc, soit j'étais à la maison en train de lire, soit j'étais dehors en train d'essayer de découvrir le monde. Et du coup, donc, c'était assez sympa. C'était vraiment une enfance de découverte, qu'elle soit... littéraire ou géographique, quoi, vraiment plus palpable. Donc ouais. Oh là là, tu m'as rappelé des trucs là. Bah oui, il faut repartir en arrière, quoi. Et c'est des souvenirs plutôt comment? L'enfant, il est plutôt comment? Il est poète? Il est quoi? Il rigole, il déconne Je dis insolent. C'est un insolent poétique, mais insolent, mais de ouf. Ah ouais. Donc tu ramasses?
Ah ouais, non, mais il y avait pas, mais jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'avais pas cette notion de morale, cette notion de, on est dans une société, faut pas dire ça et tout. Il y avait plein de trucs. J'aimais aussi, après, j'aimais ce risque quand on est en famille, il y a les grands-parents, il y a ce truc où il faut pas dire des choses. Et je raconte une blague, moi, à ma grand-mère, elle rigole, puis la deuxième, elle est un peu plus corsée, tu vois, elle rigole. Tu montais le niveau progressivement. Et après, je pense le truc, et tu te dis, à quel moment tu pourras parler du sujet, personne ne va parler. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis senti à ma place quand je suis monté sur scène, parce que c'est ce que j'adore, quoi. C'est ce risque. J'aime pas sauter en parachute, j'aime pas faire du saut à l'élastique, j'aime pas faire de la boxe, tous les sports de combat, mais je sais juste parler. Et j'ai pas le physique pour, regarde. Le seul truc que j'ai, c'est que je parle. Même avec les filles, hein. Je suis pas le genre de mec sur qui tu te retournes dans la rue, tu dis pas « Ah, quel beau gosse !» Non. Par contre, dès que je parle, c'est fini. D'ailleurs, tu vois, là, je suis sous le charme. Bah oui, je vois ça depuis tout à l'heure, ça m'inquiète d'ailleurs. Mais du coup, je sais plus quelle question te poser. Eh ben, celle que tu veux, tu Quelle m'invites. serait la question que je te poserais si je n'étais pas complètement submergé par ton pouvoir magnétique? Ah non, si tu n'étais pas submergé, c'est que tu as le pouvoir sur toi-même, donc tu connais ta question à l'avance. Voilà, alors ça va pas être une question, ça va être peut-être une première écoute, un premier regard sur l'un de tes spectacles. Voilà, ça s'appelle L'Algérie se raconte, et c'est toi qui vas lancer la vidéo. Ah oui, avec plaisir. Et si l'Algérie devait se raconter, elle dirait quoi? Qu'est-ce qui la définit? Comment elle se présenterait? Qu'est-ce qui la caractérise? Quand on dit Algérie, ça reflète quoi? Quand on dit que quelque chose est beau, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on dit Algérie, qu'est-ce qu'on veut décrire? Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on lit ce mot, Algérie, on a un émoi, une chair de poule, une vibration, et on ne l'explique pas. L'Algérie, c'est plein de choses à la fois. C'est peut-être le territoire, les frontières, le littoral, les montagnes, le désert, le pétrole, les richesses naturelles. Mais ça, c'est juste le matériel. Ce serait quoi l'Algérie immatérielle? L'Algérie qui existerait jusqu'à la fin des temps, l'Algérie éternelle. Cette idée qui vit partout là où on l'a fait exister. Elle a commencé à germer chez des hommes et des femmes tous révoltés. Ils ont imaginé un pays avec sa culture, ses lois, son identité. Tout ce qui fait un pays dans sa normalité. Ils se sont dit, pourquoi pas nous? Puis cette idée a rencontré des artistes qui l'ont portée, l'ont fait exister, l'ont fait résonner dans les esprits et dans les cœurs. Puis elle a rencontré des hommes de pouvoir qui l'ont adoptée, l'ont nourrie, l'ont protégée du monde extérieur. Comme pour un enfant, il faut un père, une mère, il faut un proton, un électron pour créer de la matière. L'Algérie est ainsi, d'une dualité. L'Algérie, c'est la rencontre de Haj Mohamed Al-Anqa et la Pointe, de Katib Yassine Al-Arabi Ben Mihili. L'Algérie est une fable comme le corbeau et le renard. Elle est née de la rencontre d'un art et d'un pouvoir. L'Algérie, c'est Jamila Bouhir de Assia Jabbar. Elle a grandi et au début des années 60, pour la première fois, elle va à l'école des nations. La voilà dans la cour de récréation. Elle est belle avec son petit cartable, c'est Nat. Tout le monde la regarde, tout le monde l'envie, elle est libre, elle est rayonnante, elle est resplendissante. Elle respire la joie, la sérénité, l'ambition. Elle a subjugué le monde entier par son aura, son regard, son courage, son vécu, son expérience. Tout le monde lui dit « Mais comment fais-tu? Comment fais-tu pour être aussi libre ?» Elle sourit et elle dit « C'est grâce à maman Art et papa Pouvoir qui prennent soin de moi. » La belle histoire continue. Et vers la fin des années 80, papa Pouvoir commence à lui faire peur. Et maman Art commence à déserter pour trouver refuge dans le monde extérieur. L'Algérie se retrouve dépourvue, orpheline, sans père, ni mère, sans art, ni pouvoir. Elle a failli disparaître. Et puis maman Art ne l'a pas lâchée. Elle a été là pour la faire rire, pour la faire renaître, pour la faire danser. Maman Art a dû se sacrifier. Aloula, Hasni, Mato, pour que cette Algérie puisse vivre encore, pour l'apaiser, pour la calmer, pour qu'elle puisse pardonner à papa Pouvoir, car elle a besoin de lui aussi pour exister. Alors qu'elle allait disparaître, la voilà de nouveau parmi nous.
Elle a réussi à trouver en elle la sagesse, la quiétude, la tendresse, l'amour. Elle a retrouvé l'humain qui sommeille en elle. Elle s'est débarrassée de la rancœur et la voilà de nouveau en vie. Si on part du principe que chaque être humain est utile à l'humanité, l'Algérie peut être utile aussi autant quantité. Peut-être qu'un jour il y aura une guerre dans le monde entier, on ne pourra plus revenir en arrière, nous serons condamnés à disparaître et la seule solution sera le pardon. Ce jour-là, on cherchera dans les archives de la grande histoire pour savoir si cela a déjà été fait. On tombera sur une petite histoire, celle d'un peuple qui s'appelle Algérie. Il a failli disparaître, mais il a pardonné. Il a mis la peur de côté. Il a retrouvé l'amour pour avancer. On s'inspirera de cette expérience et on sauvera l'humanité. Et on continuera à exister. Et ce jour-là, l'Algérie aura été utile. Et on ne dira plus l'Algérie se raconte, mais l'Algérie se la raconte. Nous sommes dans Human avec Reda Sediki, ce comique, doit-on dire franco-algérien, français ou algérien, Reda? C'est comme tu veux. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, franco-algérien? C'est à toi de me dire. Ça va? Ouais. Ouais. Ça va, oui, franco, ouais. Ouais. Avec le temps, tu sais, j'ai du mal à... comme je passe pas mal de temps en France et en Algérie, j'ai du mal à voir les frontières et tout. Même des fois, quand j'arrive à la police aux frontières, il fait pas chier, ça va. Ouais. Mais je te jure, moi, Ils comprennent? Non, ils comprennent pas. Non, généralement, non. Non, c'est pas leur truc. En ce moment, surtout les flics, en ce moment, ils comprennent pas grand-chose. Mais bon, après, bon, quand tu vois les flics, tu comprends pourquoi ils comprennent pas et tu te dis, bon, c'est pas grave. Malish. Mali. Malish, ouais, c'est pas grave. C'est pas à l'aise, c'est pas grave. Alors cet humour franco-algérien qui mêle le français et l'arabe, très souvent, si on parle un peu arabe, ou beaucoup, on comprend tout. Si on ne parle pas l'arabe, c'est compliqué, parce qu'il y a des sonorités et des jeux de mots sur le son qui sont délicieuses quand on vous les explique, qui se comprennent immédiatement si on est parfaitement arabophone et francophone. Comment ça se passe, ça? Comment tu gères ce rapport avec la langue et avec les deux langues? Alors, c'est drôle parce que... alors, les deux langues, je dirais que le français, c'est... Je vais te dire, bien comme il faut. Je vais te la raconter, le truc. Allez, on s'en fout. Allez, on va tout. Ouais. Si tu veux, le français, c'est la langue avec laquelle je pense, et l'algérien, c'est la langue avec laquelle j'aime. Moi, j'aime, voilà. Donc, d'ailleurs, dans le spectacle que les garçons sont venus voir, je raconte une anecdote que moi, il n'y a pas longtemps, c'était la première fois que je fréquentais une Algérienne. Parce que je suis arrivé jeune en France. Et donc, pour la première fois, ben, j'ai fait l'amour avec ma langue maternelle. Tu te rends compte, j'ai fait l'amour en VO. Avant, c'était... Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit... Allez. Ça veut rien dire, c'est une onomatopée. Mais c'est pas comme... En français, ça aurait été comment? Bah, en français, je dis, je vais t'emmener à la maison, je vais te lire quelques extraits de L'amant de Marguerite Duras et je te ferai l'amour toute la nuit. C'est pourri! Alors que tu lui dis, on va rentrer à la maison. Ça a une autre saveur. Et du coup... Vous voyez ce que je veux dire, les garçons? Et du coup, ouais, c'est ça le rapport. Et du coup, donc ouais, il y a un côté peut-être beaucoup plus spontané et passionnel en algérien, parce que voilà, c'est ma langue maternelle, j'ai grandi avec cette langue, il y a ce truc, voilà, c'est les premières émotions de l'enfance qui viennent. Et puis, j'ai appris à penser en français, parce que c'était la langue avec laquelle j'écrivais, c'est la langue un peu avec laquelle... il y a un petit côté cartésien, et c'est un peu le cas globalement. On veut dire, la langue française est très cartésienne. La langue algérienne, qui est issue de l'arabe et du berbère, elle est très poétique. Et du coup, donc, voilà, il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que même historiquement, comment les deux langues se sont développées, ça a fait que... aujourd'hui, ouais. Et c'est cool, parce que ça permet de... Tu sais, on parle souvent d'intelligence émotionnelle. Mais comme moi,
mon émotion s'exprime dans une langue et ma réflexion dans une autre, donc j'en ai même pas besoin, ce truc, l'intelligence émotionnelle. Je m'énerve jamais en français. Déjà, tu fais peur à personne, tu t'énerves en français. Qui va avoir peur? Mais vraiment, monsieur, vous allez vous calmer. Pff, ta gueule. Tu t'énerves jamais en français? Mais non, mais c'est pour... non, parce que c'est pas utile. Ça fait pas... Non mais si, supposons que je sois dans une situation où je t'énerve. Ouais. Bon, Ouais. je suis un flic à la frontière, je suis ce que tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait t'énerver? Il n'y a pas grand-chose qui pourrait m'énerver. Il y a pas grand... Mais il y a des trucs, il y a des petits trucs, Je sais pas, moi... Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'île de Ré et on voulait louer un catamaran. Oui. Et le mec qui louait, il a jugé que mon pote, il n'était pas assez bon en catamaran. Oui. Du coup, il m'a énervé. Et alors? Ah, je disais, Traouen. En français, ça aurait donné quoi? Va te faire foutre. Mais c'est pas marrant, va te faire foutre. Mais tu lui as pas dit en français? Non, je lui ai dit en arabe, il n'a pas compris, mais il a senti la dureté du truc, tu vois. Voilà. Il a changé d'avis d'ailleurs. Il vous a loué le catamaran? Et bien sûr. Si je dis va te Il faire... était obligé parce que tu as sorti un flingue, tu as fait quoi? Non, même pas, la langue suffit à elle-même. Est-ce que la langue est une arme? Évidemment. Ah bah oui. Je pense que c'est ce que je dis dans la vidéo, quoi. C'est l'art et le pouvoir. Voilà, l'art et le pouvoir. Ah oui. Le pouvoir, c'est masculin quelque part. L'art, il y a un rapport dans ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. En effet, entre l'art et le pouvoir est du côté masculin, l'art du côté féminin, quelque chose comme ça. Non, c'était pas... J'ai pas choisi. Cette Algérie, voilà, un peu mythique que tu développes dans ce texte-là, dans ces 4 minutes 30, elles font rêver. Tu rêves d'une Algérie. Ah bah oui, tous les jours. Elle serait comment? Elle serait comme ce que je disais à la fin, Oui. avec un équilibre entre l'art et le pouvoir. Oui. Mais c'est pas que l'Algérie que je rêve comme ça, mais le monde. Je rêverais d'un monde où il y aurait un équilibre entre l'art et le pouvoir. Et ça rejoint toute cette dualité dont je te parlais, le côté cartésien et le côté passionnel, le côté matériel et le côté immatériel. Tu vois, là, on a parlé du confinement et tout. N'empêche, on s'est beaucoup inquiété pour l'économie, mais pas pour la culture. Et le truc, c'est que j'ai envie de dire, les gars, ce qui est éternel dans une civilisation, c'est pas le bénéfice que va faire Danone, parce qu'ils ont vendu d'ailleurs de plus. Hein. Je pense qu'on va beaucoup plus se souvenir de, je sais pas moi, de Johnny dans 100 ans que de Macron, c'est sûr. Tu es un homme du monde. Tu es algérien, tu es français, tu maîtrises la langue française parfaitement, tu es français. Tu as la nationalité? Non. Tu la veux? Tu non. me la demandes, je te la donne. Hein? Tu me la demandes, je te la donne. Non, je dis c'est pas à moi de demander. Tu veux pas demander? D'ailleurs, je dis dans le spectacle qu'ils sont capables de trouver les fichiers S, ils peuvent trouver les fichiers bien. Bon. Mais tu es français, tu es algérien, mais tu es aussi du monde. En ce sens, on sent que, voilà, je suis un citoyen du monde, quelque part, tu nous dis. Je suis de Tlemcen, je suis arrivé à Paris, j'ai étudié les maths, mais je suis un petit garçon qui ouvre les yeux et qui regarde, qui voudrait bien que la culture... Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que c'est aussi facile de faire que le pouvoir et la culture soient tellement associés? Bien sûr, c'est simple. Est-ce que c'est pas rêver? Non, c'est pas rêver. S'il n'y avait pas la Renaissance et les artistes, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là en train de faire une émission super, le public, on applaudit, les intellectuels, la branlette, non. Ben oui, s'il n'y avait pas Van Gogh, pas Van Gogh c'était après, ou peut-être Michel-Ange ou Raphaël, ou je ne sais pas qui, je crois qu'on serait là aujourd'hui, on ne serait pas là. On serait encore en train de s'entretuer parce qu'il y a la peste ou je ne sais pas, avec deux chicots comme ça. C'est la réalité, c'est qu'il y a des gens, ils ont réfléchi, ils ont changé le monde, ils ont été passionnés et en fait, ils se sont complètement détachés du matériel. Et moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a fait de l'artiste un consommateur comme les autres. Aujourd'hui, l'artiste, lui aussi, il veut un crédit sur 25 ans, il veut une maison, il veut se marier, il veut aller prendre des vacances à Bali. Alors que non, les gars, à un moment, il faut choisir. Et moi, j'y crois, je crois à cette mission qu'a l'artiste envers l'humanité, c'est qu'il est là pour rappeler
qu'il n'y a pas que le matériel, mais il y a aussi les idées. Et c'est ce qui fait un équilibre. Il y a des gens de pouvoir qui s'occupent du matériel, ils s'occupent de gérer des frontières, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui s'occupent d'idées. Ce qui est bien avec les idées, c'est qu'il n'y a ni frontières ni rien. Ça part, ça revient, ça te fait inspirer. Tu sais pas, tu peux trouver un vinyle, tu l'écoutes, ça peut procurer en toi des choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de délaisser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit cette vidéo. J'ai parlé de l'Algérie, c'était un exemple parce que c'est ce que je connais de mieux. Mais mon désir le plus profond, ouais, c'est que Mais après, ça va venir. Peut-être c'est un discours défaitiste, mais je pense que voilà, comme on est sur un peu une pente. Pourquoi défaitiste? Ben si, parce que je suis en train de te dire on parle beaucoup d'économie, mais pas de culture. Mais je pense que dès que on va. En même temps, il n'y a pas de culture sans économie. Toutes les grandes cultures sont nées aussi d'un pouvoir économique. Ouais, mais il faut qu'il y ait un prince pour financer la culture. Mais justement, c'est ça, moi, je suis pas d'accord. Il faut pas qu'il y ait un prince pour financer la culture. Il y a un prince, un pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir ou un prince qui soit sensible à la culture. Oui. Pas financé. Ah non, c'est différent. C'est qu'il faut qu'il soit sensible à la culture. Oui. Parce que quand il finance la culture, ça veut dire qu'il est au-dessus. Oui. Alors que s'il est sensible, c'est que c'est un peu son point faible, c'est son black swan. Il finance pas parce qu'on en a besoin. Il finance parce que lui aussi, il en a envie. Il y croit et qu'il en a besoin. Et que ça fait communiquer. Bien sûr. Ça fait communiquer. Et surtout, d'ailleurs, tu nous fais communiquer. Peut-être. Et c'est pas pour rien qu'on t'a choisi pour inaugurer précisément cette série sur la communication quelque part entre l'Algérie et la France, entre les pieds noirs et les immigrés, entre les Algériens d'Algérie. Bah oui, regarde la preuve. Le pouvoir, il fait la guerre et nous, on se retrouve entre intellectuels ou entre artistes pour essayer de faire la paix, pour construire 2-3 briques. Alors qu'eux, ils ont tout niqué avant. Toujours comme ça. Bah, le pouvoir. Oui. Eux, ils se font la guerre. Oui, mais enfin, de notre côté, taper sur le pouvoir, etc., bon, c'est plaisant, c'est un peu la mode aujourd'hui. C'est facile parce que ça évite d'avoir à penser. Tu tapes sur le pouvoir, tu tapes sur Macron, tu tapes sur Bouteflika, tu tapes sur qui tu veux. Comment s'appelle votre général là-bas? Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Oui, ça, c'est parce qu'il manque. Bon, tu tapes sur le pouvoir et du coup, tu dis, moi, je suis un artiste, je suis nickel. Non, je tape pas sur le pouvoir. Non, c'est pas compris, Pierre-Alain. Je te dis juste que le pouvoir a fait son travail. Moi, j'en veux pas au pouvoir. Ils ont fait la guerre. Bien, sympa, cool. Pas de souci. Ça a été sympa, d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. La guerre? On en fait. Bah oui. C'était sympa la guerre. Bah eux, ils ont leur coin, ils ont kiffé, non? Oui. Ils ont kiffé quand même de faire la guerre. Oui. Les mecs qui kiffent la guerre. Ça dépend lesquels, hein. Ouais, les appelés. Tu parles des Français? Bah je sais pas moi, mais sûrement les généraux et tout, ils ont kiffé la guerre. Sinon ils la feraient pas. Kiffent quand même. Oui, ils obéissent. Bah oui, ils ont fait quelques petits. Ils obéissent. Oui, mais bon, ils ont fait quelques petits contrats, c'est sympa. De Gaulle, il est sorti, truc, je vous ai compris, tatati, tatata, c'est super, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Oui. Après, c'est vrai. Après, il y a des gens qui ont été traumatisés derrière. Oui. Et c'est là où les artistes, ils doivent venir. Oui. Si on est encore traumatisé, c'est que les artistes n'ont pas encore fait assez leur travail. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler, pour essayer d'avoir ce lien-là. D'ailleurs, je ne sais pas qui est-ce qui disait, quand on n'arrive pas à faire la paix, on crée des centres culturels. Hein bah voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Bah, c'est un peu ce qu'on fait. Centre culturel franco-algérien, Bubble Art, merci Reda Siddiqui, on va s'écouter, tu sais pas, on va s'écouter de la musique, parce qu'ils vont pas être contents, après ils vont dire, mais nous on n'a pas joué. Ils parlent, ils nous laissent pas jouer. Mais c'est toi que tu me fais parler aussi.
Human, émission éco-humanitaire. Éco-humanitaire, l'écologie et l'humanitaire. C'est nous, c'est Human, avec aujourd'hui Reda Sediki, mathématicien, humoriste. Ça fait bizarre, hein? Einstein n'était pas dénué d'humour. Bah ouais, il faisait du piano, je crois aussi. Et il jouait du piano, c'était un artiste. Et on le voit avec ses cheveux sur cette photo célèbre. Ah oui. La théorie de la relativité. Ouais. Tu peux me l'expliquer? Bah, en gros, Einstein, ce qu'il a trouvé, c'est qu'en fait, il a pris la... T'as le temps, là? Ouais. En gros, il a pris la théorie de Newton et en fait, il a expliqué qu'en fait, comme quoi, c'était pas des forces qui attiraient les objets entre eux, mais en fait, les objets avaient une énergie en elles qui allait courber l'espace-temps. Et comme ça allait courber l'espace-temps, et du coup, il y avait une sorte de dilatation, en fait, du temps. Tu vois, et du coup, donc c'est pour ça qu'en fait, les objets, ils vont être attirés. En fait, c'est pas une force, mais juste une courbure qui se crée dans le temps. Et c'est ça qu'il a réussi à trouver. Et ça, c'est la force des mathématiciens. Parce que je n'ai absolument rien compris à ce que tu m'as dit, mais tu l'as dit avec un tel sérieux que je te crois. Bah justement, c'est la force des politiciens aussi. Voilà, on fait un road trip, Reda Sediki, sur ta vie, ta naissance, ton œuvre. Tu n'as que 29 ans, ou tu as déjà 29 ans. On s'écoute de la musique, on pense à l'Algérie, on pense à la France, on pense au passé, on pense à la guerre, on pense à la violence des choses, on pense aux gens qui bougent, qui se déplacent, qui traversent la Méditerranée dans un sens et dans l'autre. La France ne parle pas de sa guerre d'Algérie comme les Américains ont réussi à parler de leur Vietnam. Les Algériens ne parlent pas de leur histoire parce qu'elle est étouffée par le pouvoir militaire. Et donc, ces deux dénis, en quelque sorte, ces deux interdictions de communiquer font que, on a eu l'idée de mettre en parallèle ces deux choses-là et de les faire communiquer par l'intermédiaire d'artistes comme toi, par l'intermédiaire d'universitaires, par l'intermédiaire des musiques, par l'intermédiaire des peintres, etc. Est-ce que c'est un projet possible, réalisable? Bah oui, vu qu'on a commencé. Oui. Est-ce qu'on est bon, là? Ouais, ça va, oui. Ouais. Bah, ça fait longtemps qu'on est bon. Je veux dire, oui. Comme je te disais, d'ailleurs, t'as pas de politicien, là. Vous n'avez pas invité de politicien pour parler de ça. Ici, je crois qu'il n'y en a pas. Mais tu sais, ils se glissent un peu partout, ces gens-là. Il n'y a pas d'hommes de pouvoir. C'est drôle, hein? Ben, il y a du pouvoir partout. Hein. Ouais, mais je veux dire, mais les hommes de pouvoir, c'est pas des... C'est quoi, c'est des dialogues visibles, c'est ça, les autres? Non, les dialogues invisibles, c'est un peu... je ne sais pas, c'est les dialogues rentrés, les dialogues comme interdits. On n'arrive pas trop à parler, on n'arrive pas trop à se comprendre. Est-ce que les Français comprennent les banlieues? Je vois pas c'est quoi le rapport entre la banlieue et la guerre d'Algérie, là. Tu ne vois pas le rapport? Ah ben non. Tu te moques de moi. Ah ben non. Ah si, tu te moques de moi. Ah ben, il est direct, le rapport. Hein? Les banlieues, c'est les fils d'immigrés. Ouais. Et donc? Et donc? La guerre d'Algérie, c'est en Algérie. Oui, c'est en Algérie. Oui. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait quoi? Eh ben, ça a fait que y a des gens qui ont traversé la Méditerranée pour venir chercher du travail dans un pays où on était censé avoir du travail. Ouais. Et ça a fait des populations immigrées. Et ça a fait des populations... Donc tu es en train de dire que si l'Algérie était restée française, les gens ils auraient eu du taf, ils ne seraient jamais venus en banlieue. Mais bien sûr. Mais bien évidemment. Mais c'est clair. Ça te paraît un paradoxe? Hein? Ça te paraît paradoxal? Bah moi je trouve quand même qu'ils sont arrivés en banlieue et finalement ils ont fait les mêmes tafs qu'ils auraient pu faire si l'Algérie était française, quoi. Ouais. Tu sais pas, on va s'écouter le deuxième sketch. Vas-y. Ça s'appelle le summum de l'humanisme, c'est toi qui le mets. Allez, oui, le summum de l'humanisme, écoutez ça. Par contre, voilà. Bravo. On ne peut pas quantifier l'humanisme. Il n'y a pas d'unité de mesure. Dans ce cas-là, comment peut-on le qualifier? Si ça fait 2 heures que tu cherches une place pour te garer, tu trouves, tu fais marche arrière,
et là une personne derrière est dégoûtée car elle cherche une place aussi, le summum de l'humanisme serait de lui laisser la place et de continuer à chercher. Le summum de l'humanisme, c'est quand tu donnes 10 € à un SDF et il te rend 2,50 € en te disant « Hé monsieur, c'est notre d'impôt ». Si tu es un terroriste et tu vas appuyer sur la gâchette, le summum de l'humanisme serait qu'au dernier instant tu dises « Starfoula, Na'al Shaitan » et tu renonces. Si tu es hétéro et un pote homo te dit « J'ai vraiment envie de toi », le summum de l'humanisme serait de lui dire « Aïe, vas-y », mais juste une fois. Nous ne sommes jamais satisfaits par soi-même, nous sommes beaucoup plus facilement satisfaits par les autres. Si chacun essaye de satisfaire son prochain, forcément sa propre satisfaction est incluse dans cet ensemble, et ainsi on convergera vers une société heureuse. En fait, l'image parfaite pour illustrer ce concept, c'est la position du 69. En fait, le summum de l'humanisme, c'est de se priver de quelque chose auquel on tient énormément, qui nous est très cher, et le donner à l'autre, car on sait que ça va lui faire plaisir. En fait, le summum de l'humanisme serait que les Noirs et les Arabes quittent la France. Human depuis Lyon-Villeurbanne. Human depuis le 69. Oh, Ah, c'est joli ça. Et oui. Ah bah oui. Et pourquoi le 69? Là, tu connais pas la position? Mais si. Je te montrerai plus tard. Il s'agit de faire plaisir à tout le monde. Ah bah oui. Voilà le summum de l'humanisme avec comment on fait pour se garer, le SDF, homo mais juste une fois, noir et arabe dehors. Non, quand les Noirs et les Arabes quittent la France, c'est pas Ouais. dehors. Ouais, et les juifs? Comme que ils sont T'as chez oublié eux. les juifs? Comment ça, les Juifs? T'as oublié les juifs? Oh, les Juifs. Ah, j'ai envie de te dire c'est normal, ils sont toujours les oubliés de l'histoire, mais bon. Après, ouais. Ça va là, cette réponse, elle est bien? Oui, elle est pas mal, elle est bien parce que je m'y attendais pas. Ah donc, je me suis dit comment va-t-il réagir? Ouais, je sais pas, moi. Non, je disais les Arabes et les Noirs et les Arabes quittent la France, c'était un peu une manière pour dire les Noirs et les Arabes aiment la France. Donc voilà, donc Mais ils vont bien se sûr. détacher de quelque chose qui est cher à Bien leurs sûr. yeux. Bien sûr. Après, les Juifs, je pense que si, ils aiment la France, non? Je sais pas, je leur ai jamais demandé d'ailleurs. Mais il faut leur poser la question. Bah oui, t'aimes la France, toi? Oui, Ah ben, beaucoup. voilà. Oui, oui. Et oui, parce qu'on a tous des identités multiples. Et moi, puisque tu m'interroges, vas-y d'ailleurs, poursuis l'interrogatoire. C'est toi l'interviewé, c'est moi l'interviewé. Voilà. On inverse les rôles, tiens, pour 5 minutes avec toi, on peut faire ça. Je le ferai pas avec tout le monde, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Donc tu m'interviews là-dessus. Moi, je te dis, je suis juif. Ouais. Je te dis, je suis français, oui. Ouais. C'est-à-dire, j'ai plusieurs identités, Ouais. profondément. Et puis, je suis en même temps enfant, puis je suis en même temps adulte. Et même maintenant, je deviens un peu vieux aussi. Mais je me rappelle que j'étais enfant. Pose-moi des questions. Tu veux que je te pose une question? Oui. Bah là, quand tu me dis, et tu te sens algérien? Oui. Ah. Juif algérien, papier noir. Pour moi, Ouais. dans ma tête, dans mon histoire, dans l'histoire de ma famille. Ouais. C'est bien ça. Ben, c'est vrai. Ah oui, oui. Mais je moi, trouve j'ai que l'habitude de dire aux Arabes comme toi, j'étais là avant toi. J'étais en Algérie avant toi. Bien avant toi. Alors, moi, je suis berbère, hein, tu vas te calmer. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose alors. On vous a accueilli quand vous avez été chassé d'Andalousie, hein. Tu vas pas me la faire à l'envers, hein. Oui, mais moi, j'arrive pas d'Andalousie, j'étais là. C'est avant. pas vrai. Oui, 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 oui. J'étais là. Ma famille, mon grand-père arrière. Tu parles comme Bouteflika. Bouteflika, il dit tout le temps que j'étais là. J'étais Théo, le Big Bang, j'étais là. Mais frère, quand même, t'es né. J'étais là. T'es sûr? J'étais là. C'est moi, tu vois, Adam et Ève, la pomme, le serpent, c'était moi. Il est fou, lui. Ouais. C'est moi, j'ai fini l'interrogatoire. Alors, à moi maintenant de te poser une question. Oui. Qu'est-ce que tu te poserais comme question à ce stade de l'entretien? Oh, il y a plein de questions que je me pose. Enfin, non, pas beaucoup. Il y aurait un truc qui serait pas mal, tu sais, c'est qu'on écoute le 3e sketch qu'on a sélectionné. Tout à l'heure, tu parlais de yaourt, et j'aime bien ton histoire de yaourt. On va l'écouter, le yaourt. Allez. Il y a beaucoup d'Algériens qui réussissent dans le monde entier. Et je me dis, on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes quand on est ailleurs. Car on n'a pas le choix, car c'est carré, il faut être rigoureux et sérieux. En fait, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu manges un yaourt, tu termines, tu regardes l'évier,
S'il est dégueulasse, tu balances la cuillère. Mais s'il est propre, tu laves la cuillère, tu l'essuies et tu la ranges. Et malheureusement, en ce moment, l'Algérie est un évier où il y a beaucoup de vaisselle. Tous les matins, on se lève, on regarde cette montagne de cuillères, on n'a pas le moral et on a la flemme de la faire. Puis on va au travail, il y a toujours de la vaisselle, encore une baisse de morale. Et puis les jours passent et la vaisselle s'entasse. Et à ce moment-là, il y a deux sortes d'Algériens. Il y a ceux qui craquent, ceux qui décident de traverser la Méditerranée pour aller en France en espérant trouver un évier propre tout de suite. Mais une fois là-bas, ils se rendent compte que les Français comptent sur eux pour laver la vaisselle. Il y a ceux qui restent au pays, à rien faire et continuer à regarder cette montagne de vaisselle. Et pour continuer à manger le yaourt, ils se reposent sur les richesses du pays et importent de la vaisselle propre. Malheureusement, ce temps est révolu. Bientôt le pétrole, il n'y en aura plus. Il va falloir retrousser les manches et laver la vaisselle déjà existante si on veut espérer continuer à manger le yaourt. Je ne dis pas qu'on doit laver toute la vaisselle, mais chacun regarde sa cuillère. Le médecin lave sa cuillère, l'avocat lave sa cuillère, le professeur lave sa cuillère et apprend à l'élève comment laver la sienne. On pourrait aussi appeler tous les Algériens qui ont émigré dans le monde entier, qui sont maintenant experts en lavage. Et ils vont venir nous aider pour réussir cette mission. Et un jour, on lavera toute la vaisselle. On aura des cuillères propres, on mangera le yaourt et on pourra enfin dire à Si ou Yahya, oui monsieur, l'Algérien yakul le yaourt tous les jours. Youman avec Reda Sediki aujourd'hui. Merci de nous accompagner dans cette promenade agréable, drôle, surprenante. Voilà, on ne sait jamais où tu vas nous faire arriver, on ne sait jamais où tu vas nous emmener. C'est ça, le talent, si on sait d'avance qu'on va rigoler à tel et tel moment. Alors, je ne vais pas te poser des questions sur la technique de l'humoriste, parce que j'imagine que tu as dû beaucoup travailler les textes, les réactions qui vont susciter le rire. Ou pas. Est-ce que tu as déjà pris des bides, tiens? Énormément. Ah, parle-moi des bides. Ça fait mal. Ouais. Mais par contre, on apprend des choses. Ouais. Les bides, c'est... comment dire? Un bide, c'est un moment un peu de solitude. C'est un peu une sorte de miroir qui te montre tous les défauts que tu peux avoir dans ton interprétation. Et du coup, ça te permet d'en voir beaucoup plus que prévu et de corriger le tir. Quand on passe une soirée où les gens rient beaucoup, on est humain, on est faible, on a l'ego comme ça, on se dit oh, ça va, j'ai pas besoin de me remettre en question. Et en fait, il n'y a que le bide qui fait avancer. Et du coup, donc voilà, il ne faut pas en avoir beaucoup, parce qu'après on n'a plus le moral et on décide d'arrêter et finir livreur pour Uber Eats. Mais il faut en avoir assez pour se dire, voilà, il faut corriger les choses. Et le bide, ouais, c'est l'envie aussi. Ça crée, tu sais, cette privation du rire donne envie de le chercher à nouveau. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des sortes, comment dire, j'essaie de m'imaginer en humoriste, j'ai un peu de mal. Tu vois pourquoi j'ai du mal? Non? Si, c'est dur de s'imaginer en humoriste. Et je me dis... tu vas dire des mots, et puis tu sais que l'enchaînement de ces mots-là va déclencher le rire. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de spontanéité? Parce que tu apprends ton texte, et que tu sais que voilà, ça va être déclencheur de quelque chose qui va faire rire, et faire rire, c'est faire communiquer, bon, c'est magnifique. On aime rire. Ça aussi, ça se travaille. Alors? Ça se travaille, parce qu'en fait, il y a le texte, il y a la musique. Ouais. Comme une chanson. C'est-à-dire la rythmique? Ouais, et la musique aussi, la musicalité, c'est quand on rentre sur scène, même là je parle, moi on appelle ça le cul de la salle. Du coup là, moi je sais, là il y a 2-3 personnes, il y a ceux qui rigolent à gauche, il y a toi devant moi, tu détectes des choses, tu sais que Marc il a le rire facile, il y a André qui est beaucoup plus stressé, et toi tu es là, tu poses tes questions, tu essayes de rester sérieux dans ton interview, et du coup il y a les deux, là, compatriotes, je sais que c'est un soutien de force dès que je les vois. T'inquiète, je sais s'il y a une embrouille, je les appelle, tu vois. Bien sûr. Et du coup, donc tout ça fait que naturellement, après, je ne saurais pas te l'expliquer, les notes quand elles vont sortir de la bouche
sur comment on dit les choses. Est-ce que des fois on peut dire les choses d'une manière très affirmative ou des fois les choses très calmement? Est-ce qu'on peut ramener quelque chose beaucoup plus dans l'absurde? Et c'est que des trucs qui... Là, par contre, pour le coup, c'est pas de la science exacte, c'est pas des mathématiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et ça dépend vraiment selon la salle, selon les gens qui sont là. C'est quelque chose qu'on ressent. Il suffit juste... un bon artiste, enfin, en tout cas quelqu'un qui fait du stand-up, clairement, c'est qu'avant d'attendre que le public s'ouvre à toi, il faut s'ouvrir à lui. Et ça se joue en 2-3 secondes. On sait comment ça va se passer. Et du coup... Et c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que je dis oui, n'importe qui peut travailler ça. Hein. C'est pas qu'une histoire de mots. C'est une histoire de musique, de temps aussi. Il faut que ce soit au bon moment, au bon endroit. C'est de la magie, hein. De la magie. Bah oui, de l'illusion, de faire semblant de réfléchir, de chercher ses mots. Et est-ce que pour revenir aux mathématiques, on pourrait associer ça à la logique floue? Je sais pas, mais sûrement. J'adore ça, logique floue. C'est vrai que c'est joli. Ça donne pas envie de faire un master. Tu parlais tout à l'heure de la langue française et de la langue arabe. Tu dis pas la langue arabe, d'ailleurs, tu dis l'algérien parce que tu y mets le berbère. Non, je dis l'algérien parce que c'est juste. Tu dis l'algérien, tu dis pas l'arabe. Oui, mais parce qu'on parle pas arabe, on parle algérien. Voilà, on parle algérien. Et donc tu faisais un parallèle entre la langue du cartésianisme et la langue de la poésie. De l'amour. Et de l'amour, voilà. De l'amour. C'est la même chose, non? La poésie et l'amour? Oui. Non. Non? Non. L'amour donne de la poésie, mais la poésie ne donne pas forcément de l'amour. Je peux te dire, il y a des filles pour qui j'ai écrit des vers, ça n'a pas marché. Hein. Donc je pensais à la logique floue, en pensant au français et à l'algérien et à l'arabe. Voilà. Peut-être voilà peut-être là, la France et l'Algérie, là, c'est de la logique floue. C'est de la logique floue. Ah oui. Comment tu vois les choses? Dans quel domaine? Comment je vois les choses, genre politiquement Oui. Moi, je les vois très très bien. Regarde la preuve, on est en train de parler et tout. Et moi, tous les gens qui font du déni, je considère pas que c'est des gens qui me représentent. Du quoi? Les gens qui sont dans le déni, oui. C'est pas des gens qui me représentent. Oui. Je considère que voilà, je suis le représentant de moi-même. Et moi, ça m'intéresse de connaître cette histoire, d'échanger avec des gens. Et c'est le plus important. Après, s'il y a des gens qui ont d'autres intérêts, c'est pas mon problème. Et tu sais ce qu'on doit faire? On doit terminer l'émission. Avec plaisir. Avec quoi? Voilà, il faut qu'on décide avec quoi. Avec quelle phrase, avec quel mot, avec quelle envie, avec quel désir, avec quelle parole, avec quel humour. J'étais en train d'écouter un podcast alors que j'étais en train de m'endormir, mais il n'y a qu'une phrase qui est restée. Maintenant que je viens de me souvenir, on a parlé d'humour et tout. Et la fille, elle disait, l'humour, c'est l'art de casser la routine. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, du coup je me suis dit, je vais la partager avec toi. L'art de casser la routine, c'est joli. En plus, tout le monde essaie de sortir de sa routine et tout, et l'humour est là pour ça, et je trouve ça beau. Allez Reda, on casse la routine. Ah écoute, on check comme ça. Et on casse la routine, aussi avec Nasser Hamzaoui, bien sûr, et avec Mohamed M. Sahel du groupe Nouiba qui vont conclure cette émission. Merci à tous.
من فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني مرار خبلني تخمام ساق ميدن بيا مقام والحلمي بهوام لا طالب ولا طبيب عالجليا السقام ومهاني الليل انا عليك عساس البنين على خدا حرموني النعاس ما نتمنى وهصار طمع ليا العراس ميدهم شربت المرار كاسي مالي ومال الشمسي غطاوها الغيوم مالي ومال السمايا ما قعدت فيه هجوم مالي ومال الشمسي غطاوها الغيوم مالي ومال السمايا ما قعدت فيه هجوم مالي ومال الشمعة طوت لي في الظلام مالي ومال السعدة تسقلني ايام مالي ومال الشمعة طوت لي في الظلام مالي ومال السعدة تسقلني ايام مالي ومال الشمعة طوت لي في الظلام مالي ومال السعدة مسكم لي الايام. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.